Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Seul contre tous, c'est jusqu'à midi en direct sur Sud Radio et vous pouvez bien sûr réagir au 0826 300 300 si vous voulez intervenir en direct à l'antenne et puis laisser vos commentaires via sudradio.fr. Seul contre tous, spécialité comme tous les jours en ce mois de juillet de 11h à midi avec aujourd'hui Philippe Pasco, auteur des best-sellers Délit d'élu, pilleur d'État, allez presque tous vous faire 5 points de suspension. On ne connaît toujours pas ce que ça veut dire, mon cher Philippe Pasco. La réponse, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Et Françoise Cowell, conseillère municipale à Fréjus, présidente du mouvement citoyen L'éthique plutôt que l'étiquette, auteur du livre Occupez-vous de vos fesses, publié aux éditions des Lilas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et on commence avec le business de la déradicalisation. C'est l'expression utilisée par les sénatrices Esther Benbassa et Catherine Troendlé. Donc Esther Benbassa qui est Europe Écologie Les Verts et Catherine Troendlé qui est Les Républicains. Elles ont publié un rapport de 100 pages rendu public hier, un rapport concernant 10 propositions pour que la lutte contre la radicalisation soit plus efficace en France. Alors si on va un peu dans le détail, on découvre qu'en 3 ans, l'État a déboursé près de 100 millions d'euros. Et alors là, je les cite, sans la moindre évaluation méthodique de la longue liste des associations subventionnées. Elle rappelle au passage que plusieurs responsables associatifs ont même eu maille à partir avec la justice. Elle conseille en outre de fermer d'urgence le centre expérimental de Pontourny à Beaumont-en-Véron, c'est dans l'Indre-et-Loire, qui a coûté 2,5 millions d'euros mais n'accueille déjà plus aucun pensionnaire, donc un coup comme ça dans le vide. Elle revient aussi sur l'incarcération qui peut avoir des effets contre-productifs et propose plutôt de développer des appartements éducatifs expérimentés depuis quelques mois en région parisienne, des appartements dans lesquels un mineur radicalisé est placé seul avec la présence constante d'un éducateur dans l'espoir d'un désendoctrinement optimal. Alors la déradicalisation, est-ce que c'est un business ? Philippe Pasco. Oui, aujourd'hui c'est un business et avant de s'occuper de la déradicalisation, est-ce qu'on pourrait déjà pas commencer par éviter que les gosses soient déjà radicalisés ? Reprenons les choses au début. On laisse en déshérence complète tous les quartiers, plein de quartiers. Il est évident qu'il y a un paquet de gens qui rentrent là-dedans et dont on fait les choux gras pour qu'ils radicalisent les enfants. Et on s'occupe encore une fois de faire des pansements plutôt de s'occuper de la causalité. Oui, mais les associations, par exemple, ça fait partie, là, elles citent des associations qui peuvent finalement être des associations de foot, de rap, et puis qui derrière prêchent le salafisme. Et celles-ci, elles sont subventionnées. Est-ce que c'est normal qu'on laisse des gamins de 3 ans commencer à être endoctrinés en France ? Le problème, il est là. Non, mais c'est pas quand les gosses ont 16 ans qu'il faut s'en occuper, c'est pas quand les gosses reviennent de Syrie, c'est d'éviter qu'ils y partent. Oui, mais du coup, Philippe, c'est ça qui est intéressant là dans ce qui se passe, c'est qu'en effet, sous prétexte de prévention, etc., il y a des gens qui font un petit business et qui se prennent de l'argent. Mais c'est même plus de la prévention. Hein. Ah bah même un gros business à 2,5 millions d'euros pour un centre expérimental, donc, ça fait beaucoup d'argent. Ah mais c'est clair que ça, il faut arrêter de payer. En effet, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut aller viser les petits signaux là, des futurs djihadistes, etc. C'est vrai que tout ça, ces associations ont vocation à le faire normalement, sauf qu'il y a des charlatans comme partout et que qui profitent du système. C'est du foutage de gueule et ils profitent d'un bon créneau. Et comme d'habitude, il n'y a pas de contrôle. On donne de l'argent pour se déculpabiliser. Les mairies, les conseils départementaux, les préfectures, elles ont envie d'associations et elles donnent du pognon à ces associations. Exactement. Et en effet, elles en profitent à mort. Mais est-ce que c'est quand même pas fou qu'on a pu dépenser, c'est un rapport parlementaire, près de 100 millions d'euros sans la moindre évaluation méthodique. On est tellement riche en France qu'on peut balancer 100 millions d'euros comme ça. Il y a d'autres argents qu'on balance sans s'en occuper en France. Faut pas rêver. Dans la formation professionnelle, moi qui étais président de la formation professionnelle sur l'Île-de-France, je peux t'assurer qu'à une époque, on balançait un paquet de pognon sans s'occuper des contrôles et sans savoir même si les gosses étaient formés. C'est très français de pas s'occuper des résultats, de pas évaluer les programmes qu'on met en place, etc. Oui, voilà, on lance des trucs qu'on n'évalue pas. Oui. Et en effet, c'est une goutte d'eau, ça. C'est vrai que c'est innommable et c'est pas bien. Mais il y a pire, il y a vraiment pire. Si tu sais la gabegie financière qu'il y a en France, de l'argent qu'on jette et dont on s'occupe pas, ne serait-ce que de l'argent qu'on donne aux élus et qu'on ne contrôle pas. Tiens, parlons de l'IRFM. Oui, on en a déjà parlé. En l'occurrence, dans ce domaine-là, l'amateurisme de certaines associations ou de certains même médiateurs sociaux, etc., qui peuvent essayer de faire bien, mais qui sont pas qualifiés, pas formés, pas suffisamment compétents, cet amateurisme peut être extrêmement néfaste et peut coûter la vie à des gens. Mais Philippe Pasco disait il faut être plus prophylactique que curatif. Mais quand vous voyez qu'il y a des imams, on a vu des images de d'une mosquée à Brest, à Villetaneuse, où des imams disent à des gamins que écouter de la musique c'est satanique. Ça, je crois que c'est du côté de Brest. Qu'à Villetaneuse,
je crois que c'était, on disait si tu manges comme du porc, tu te comportes comme un porc, plutôt que de mettre de l'argent à dans la déradicalisation, ferait pas mieux de s'occuper de ces imams, par exemple? C'est exactement ce que je suis en train de dire, comme occupons-nous des choses à la base. Je veux dire, à partir du moment où on va apprendre, entre guillemets, on va pas, faut que je fasse attention à mes mots parce qu'il y a beaucoup de gens, on va éduquer à la curiosité, on va éduquer aux gens à ne pas être coincés par une seule doctrine, comme on est en train de le faire avec certains gamins dans les quartiers. Et pas seulement les quartiers de banlieue de Paris, dans tous les quartiers des grandes villes. On laisse les jeunes complètement livrés à eux-mêmes. Il y a des gens qui, là, en profitent. Et qu'est-ce que vous pensez? Il y a aussi plein de gens, plein de bonnes intentions et qui font un super beau boulot sur le travail, sur le terrain. Et on a toujours tendance. Je prends le cas des imams que j'ai cités, dont on a beaucoup parlé, les vidéos ont fait le buzz sur Internet, qui appellent, qui disent que écouter de la musique à des gamins, c'est satanique, etc. Plutôt que de mettre 100 millions dans la déradicalisation, il ne faudrait pas mieux s'occuper de ces imams? Mais il y a pire que ça, c'est certain. Moi, j'ai des gens qui aujourd'hui apprennent à des enfants à ne pas serrer la main aux femmes. Donc quand vous êtes en maternelle et que vous êtes professeur des écoles ou institutrice et que les gamins refusent de vous serrer la main parce que vous êtes une femme, à mon avis, il y a quand même un problème d'éducation. Il y a un problème qu'on laisse faire. Déjà, en effet, les imams, il faut qu'ils soient identifiés, il faut qu'ils soient cadrés, il faut qu'en effet les caméras, les micros soient autour d'eux pour qu'on sache ce qui se dit vraiment dans les mosquées. Moi, je pense que la solution, c'est cette transparence-là et ce cadrage-là. En effet, sinon, c'est n'importe quoi. C'est jeter de l'argent par les fenêtres pour rien. Ah bah oui, mais complètement. C'est de l'argent gâché. Qu'on soit bien d'accord, hein, je suis pas un type extrémiste, mais qu'on arrête ce que j'appelle la tolérance déculpabilisante. C'est-à-dire que moi, la tolérance est intéressante que quand elle a double sens. C'est-à-dire que quand c'est une route on circule dans les deux sens. Or, aujourd'hui, nous, Français, on est très tolérants avec certaines choses, mais les gens avec qui on est tolérants, eux ne sont pas tolérants. Donc à un moment donné, ça suffit. Moi, encore une fois, je pèse mes mots, attention. Hein. Je suis d'accord pour manger du couscous. Acceptez de manger un peu de cassoulet. C'est joliment dit. Ça, c'est une formule à la Philippe Pasco. Ah bah, je vais pas me refaire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces appartements éducatifs qu'elle vante plutôt que l'incarcération? Ça aussi, c'est quand même un truc qui va coûter très très cher. Oui, ça va coûter très cher. Et là aussi, seul avec un éducateur. Donc pour une personne, un éducateur. Ouais, plus le reste. Hein. Parce qu'il y a les réunions, il y a un tas de choses. C'est pas un seul éducateur. C'est une fortune que ça coûte. Va coûter très cher. Et en plus de ça, moi, je trouve que sur le plan politique, de l'argent dépensé comme ça peut aussi amener à considérer que, encore une fois, on donne tout l'argent et que c'est les Maghrébins qui sont à l'origine de ça. Donc ça peut apporter des comportements. Globalement, je veux dire, quand vous avez des professeurs des écoles qui se tapent 31, 32 élèves par classe, qui eux n'ont pas de moyens, comment vous voulez que les gens réagissent derrière? C'est pas possible. Ouais, c'est sûr. C'est un non-sens. Et en plus, ces gens-là, il y a des risques de rechute immenses et il y a des risques de radicalisation encore plus fortes. Donc c'est terrible parce qu'en effet, c'est l'éducateur qui se radicalise. Oui, ça peut arriver, en effet. On va passer à un autre sujet, l'affaire Sarah Halimi, puisque hier, je vous rappelle, c'est une femme, Sarah Halimi, une juive orthodoxe de 65 ans qui avait été rouée de coups puis défenestrée à son domicile parisien du quartier de Belleville. C'est dans le 10e arrondissement de Paris, en avril dernier. Et le suspect du meurtre, qui a été vu et entendu en train de rouer de coups la victime, a été mis en examen hier pour homicide volontaire. Mais le mobile de l'antisémitisme n'a pas été retenu. Et nous avons pour en parler Gilles William Goldnadel, qui est l'avocat de la famille de Sarah Halimi. Bonjour Gilles William Goldnadel. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Donc, vous avez entendu la décision hier. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur cette décision qui paraît quand même assez surréaliste? Non, je voudrais préciser que les magistrats disent que à ce stade, l'incrimination aggravante d'antisémitisme de cet assassinat n'a pas été retenue. Ça n'est pas une décision définitive de la juge d'instruction, et elle ne m'étonne pas plus que ça. Vous ayant dit cela et ayant relativisé donc cette nouvelle, pour autant, elle ne me plonge pas dans un abîme de béatitude, parce que au dossier de procédure, vous avez déjà le témoignage du frère de Madame Halimi qui a indiqué, encore une fois, à titre de témoin, il n'est pas encore partie civile, aux enquêteurs que sa sœur lui avait dit à plusieurs reprises que l'assassin, M. Traoré, l'avait traité de sale juive et qu'elle lui inspirait la pire des frayeurs.
Et vous avez également le beau-frère qui a indiqué que la sœur de Traoré avait également utilisé le même genre de vocabulaire à l'égard de la défunte. Et en dehors même de ça, même en oubliant ces témoignages accablants, lorsque vous avez quelqu'un qui pendant une demi-heure torture la malheureuse Madame Halimi au cri de Allahu Akbar, vous êtes en face d'un assassin qui présente évidemment le profil de l'islamiste habituel. Celui-ci n'avait aucun antécédent psychiatrique, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais beaucoup d'antécédents pénaux. De droit commun. Mais donc c'est un islamiste banal. Dans le kit de l'islamiste habituel, vous avez évidemment dans son bagage idéologique minimum l'antisémitisme. Donc, où que je tourne mon regard, j'ai beau être habitué à une sorte de placidité judiciaire en la matière, j'avoue que j'ai du mal à comprendre que même à ce stade, l'incrimination n'ait pas été retenue, au moins comme hypothèse de travail. C'est ça une instruction. Vous ouvrez dans le cadre d'une enquête judiciaire, et puis si ensuite vous ne trouvez pas, si à votre avis vous n'avez pas d'éléments suffisants pour prouver la circonstance aggravante, eh bien, vous prenez la décision définitive que vous croyez devoir prendre. Donc, où que je tourne mon regard, non, je ne suis pas extrêmement satisfait de cette décision, même si, encore une fois, j'insiste, il ne s'agit que d'une décision provisoire. Merci beaucoup Gilles-William Goldnadel, avocat de la famille de Sarah Halimi. On va faire réagir nos invités. Françoise Cowell, vous avez entendu parler de cette affaire où une femme a été torturée, tabassée, défenestrée alors que la police était en bas, au nom d'Allahu Akbar, et le caractère antisémite n'a pas été retenu. Qu'est-ce que vous inspire ? C'est complètement hallucinant. En plus, on va nous faire penser qu'il était fou, mais sauf que il est beau être fou, oui, d'accord, mais enfin, il était fou d'islamisation. Il n'y avait pas d'antécédent psychiatrique, a priori, d'après ce que dit Gilles-William Goldnadel. Hein. Oui, enfin, bon, en effet, moi, je pense que ce type-là, il est fou. Enfin, à un moment donné, d'accord, mais ça n'excuse pas tout, quoi. Le crime, il est clairement antisémite. Enfin, c'est hallucinant. Philippe Pasco, c'est un crime antisémite, quand même, le meurtre de Sarah Halimi. Déjà, c'est un crime. Après, antisémite, la justice le dira. Moi, je déteste les gens qui sont comme ça, qui tuent des gens pour rien, mais il y a aussi le mec qui traite de sale pute toutes les nanas dans la rue. Voilà. Tous ces types-là sont achetés aux orties. Après, antisémites, sale pute, sale arabe, on en a malheureusement de plus en plus tous les jours. L'asiatique a été tué il y a pas longtemps, etc. C'était aussi un meurtre, entre guillemets, raciste. Communautaire. Donc moi, c'est pas anti-juif, anti-machin. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a de plus en plus de délits communautaristes et racistes. Après, les juifs sont mieux organisés que les autres, on en parle un peu plus. Allez, vous réagissez à ces actualités au 0826 300 300 et surtout vous restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. C'est Seul contre tous, c'est en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Puis bien sûr, n'hésitez pas à nous donner vos impressions, vos réactions en direct à l'antenne au 0826 300 300. Et puis vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur sudradio.fr, Twitter ou sur notre page Facebook. Et avec nous, Philippe Pasco, auteur de best-sellers comme Délit d'élu, Pilleur d'État, le dernier, elle est presque tous, vous faire 5 points de suspension, publié chez Max Milo. Et t'oublies du goudron et des plumes à chaque fois. Oui, alors si je te cite tous tes bouquins. Non, il y en a que tous vos bouquins, pardon. Et Françoise Cowell, conseillère municipale à Fréjus, présidente du mouvement citoyen L'éthique plutôt que l'étiquette et auteur du livre Occupez-vous de vos fesses, publié aux éditions des Lilas. Qui pourrait donc la suite la suite du livre de Philippe Pasco. Bon, alors on réagit maintenant sur l'emploi familial. Hein. Donc il y a eu un grand revirement au Sénat ce matin qui a finalement voté l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires. Mais pour la petite histoire, 24 heures plus tôt dans la nuit, une quarantaine de sénateurs avaient justement voté un amendement de retrait de cet article qui concernait la loi de moralisation. Donc évidemment
tout ça fait écho aux emplois présumés fictifs de la famille Fillon. Et juste pour information, au total, au 31 décembre 2016, les sénateurs étaient à peu près 59 à être concernés par ces emplois familiaux, donc 17% de la Chambre haute. Mais d'ailleurs, souvent, ce ne sont pas les sénateurs qui ont des emplois familiaux parce qu'ils prennent soin de ne pas monter en première ligne sur ce sujet. Et d'ailleurs, on les comprend parce que finalement, on est très vite accusé de quelque chose, alors que peut-être que ce sont des emplois qui sont vraiment travaillés. Alors la question qui se pose, c'est l'emploi familial est-il suspect en soi ? Non, c'est pas ça qui se pose comme question. C'est encore une fois, on parle de l'emploi familial, mais on n'a rien traité sur l'emploi fictif. Donc on parle de l'emploi familial, mais quid de la maîtresse, quid de l'amant, quid de la femme qui quid des trocs qu'on va pouvoir faire entre copains, quid de ceux qui s'inscrivent sous nom de jeune fille. Excusez-moi, mon cher Philippe Pasco, mais dans sa déclaration d'intérêt, on va pas dire j'ai une telle comme maîtresse, par exemple. C'est un peu compliqué. Non, mais dans ces cas-là, parlons de l'emploi fictif et parlons du profil du poste, parce que là, le problème est là. Et là, le problème, il n'a pas été traité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, mais qu'ils arrêtent de se foutre de notre tête. Vous vous rendez compte que, encore une fois, on vote une fois, on vote contre, et le jour d'après, on vote pour. Mais qui nous disent tout de suite pourquoi il faut qu'on vote, on va gagner du temps. Là, les sénateurs prennent une décision, disent on est contre. On leur tape sur les doigts, le lendemain, ils votent pour. Qui tape sur les doigts ? Mais je ne sais pas qui. Là, Philippe Bas, le rapporteur de la loi, il a dit ce que tu disais. Ouais. Il a dit il faut redéfinir en effet l'emploi de collaborateurs. Donc c'est peut-être ça qui a fait réfléchir. C'est-à-dire qu'en effet, c'est de l'enfumage. En effet, ils vont se faire des trocs entre eux. J'embauche pas ma fille, mais j'embauche la tienne. Personne n'y verra que du feu. Toi, en contrepartie, t'embauches mon gendre. Là, ça sera plus des emplois familiaux. Françoise, on remet quand même pas en cause un vote. Là, on remet en cause maintenant systématiquement toutes les votes. Je pense que depuis Maastricht, tout le monde fait ça. L'ensemble du peuple vote non. Et après, on se débrouille pour que ça fasse un oui. Là, les sénateurs ont voté contre et 24 heures après, on les oblige à voter pour. Ouais, mais tu sais, Philippe, c'est comme les lois sur la parité. Ça, faut qu'on passe par là pour obtenir des choses. En effet, là, c'est discriminant sans être utile. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire à quoi ça sert de voter deux fois. Oui, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des réseaux d'influence qui ont dit non, les mecs, vous avez mal voté. Comme ça s'est fait en novembre 2015 sur la loi sur le reporting des ordonnances, que le vote ne correspondait pas à ce que voulait le gouvernement. Et d'un seul coup, on fait revoter les députés. On les appelle et on fait revoter. On vire ceux qui sont un petit peu trop, pas le doigt sous la couture. Un petit peu trop frondeur. Voilà, et on appelle ceux qui ont le doigt sous la couture, on les fait voter une deuxième fois. C'est une honte de la démocratie. Une honte. En même temps, les mecs, ils doivent prendre leurs responsabilités. Mais ils prennent pas la preuve. Bah oui. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une société comme un peu puritaine maintenant ? On est allé très loin dans un sens et maintenant on va peut-être un peu trop loin dans l'autre. Non, on maquille là. Encore une fois, je répète ce qu'on a dit, on s'est occupé des enfants familiaux dont c'est une honte. C'est le Pénélope Gate qui a fait. Le petit artisan qui embauche son fils, on va pas le remettre en cause. Oui, donc t'as le droit d'embaucher ton fils, t'as le droit d'embaucher ta femme si elle bosse. Le problème, c'est que ça doit pas être fictif. Oui, en effet. On n'a pas traité le problème de l'emploi fictif. Alors c'est quoi la solution ? Le problème, c'était pas Pénélope. Le problème, c'est qu'elle a jamais bossé. C'est le recrutement c'est le profil et les compétences. Des profils, ouais. Quand toi tu bosses et que tu te présentes comme journaliste, on te demande bien tes diplômes. Bruno Le Maire avait embauché sa femme comme assistante qui était artiste peintre. Et Barthelone l'a même épousé. Ouais, mais il a été prouvé que la femme de Le Maire, elle bossait en vrai. Même si elle était artiste peintre, c'est pas contradictoire. On peut faire de la peinture le samedi et le dimanche. Enfin, pour écrire des textes de loi, en étant artiste peintre, il faut peut-être mieux être juriste. Oui, c'est certain, mais elle écrivait pas les textes, elle était collaboratrice. C'était pas ça, c'était sa femme aussi. Mais en tout cas, le but, c'est de rétablir la confiance dans l'action publique. Là, puisque c'est ça le nouveau nom de la loi. C'est plus moralisation de la vie politique, c'est rétablir la confiance dans l'action publique. C'est même plus ça, c'est régulation. Maintenant. Les sénateurs ont changé encore le truc, ça s'appelle régulation. Ah ouais, mais Philippe, t'as passé la nuit avec un sénateur ou quoi ? Parce que hier c'était différent. D'abord, ça serait plutôt une sénatrice, Françoise. La vie privée de Philippe Pasco ne nous regarde pas. Ou alors ce sera en off. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio, vous pouvez nous écouter au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Seul contre tous, c'est jusqu'à midi en direct sur Sud Radio et vous pouvez bien sûr réagir au 0826 300 300 si vous voulez intervenir en direct à l'antenne et puis laisser vos commentaires via sudradio.fr. Et avec nous, dans ce Seul contre tous, de 11h à midi sur Sud Radio, Françoise Cowell, conseillère municipale à Fréjus, présidente du mouvement citoyen L'éthique plutôt que l'étiquette, auteur du livre Occupez-vous de vos fesses, publié aux éditions des Lilas, et Philippe Pasco, auteur de nombreux best-sellers. Le dernier étant Allez presque tous vous faire 5 points de suspension, publié chez Max Milo. N'est-ce pas, ma chère Clémence ? Oui, on va faire un petit tour du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous saviez que les députés LREM étaient priés de marcher au pas ? C'est ce qu'a révélé le Canard enchaîné hier. Pour ça, il a dévoilé le règlement intérieur du groupe LREM, selon lequel les membres de ce groupe doivent obligatoirement respecter ce qu'a dit Richard Ferrand. Le contrat avec la nation. Voilà, c'est ça. On y apprend ce qu'a dit Richard Ferrand. On y apprend notamment que les
députés pro-Macron sont obligés de respecter donc les consignes. Ils n'ont pas le droit de signer un amendement ou une proposition de loi, par exemple du MoDem ou des Constructifs, qui sont pourtant alliés à la majorité. Clément, c'est pire que ça. C'est l'article 16 du règlement intérieur. Pour aller aux toilettes à l'Assemblée, il demande la permission à Richard Ferrand. Et attendez, ça c'est l'article 16. Je sais pas, j'ai pas lu cet article-là. En tout cas, selon l'article 19, le président LREM convoque l'intéressé et peut le déférer devant le bureau chargé de prononcer sa possible exclusion. Voilà, s'il a décidé de voter un amendement qui n'était pas celui de son groupe. Et même, il a 2 blâmes. Au bout de 2 blâmes, il a un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, ils le mettent au piquet. Il paraît que c'est un copier-coller en fait des règles du groupe PS. Alors ça, oui, c'est le groupe PS. On n'en parlait pas à l'époque. C'est Bruno Leroux qui a mis ça au sein du groupe PS en 2012. Ouais, on a vu ce que ça donnait. François, c'est quand même franchement stalinien les modes de fonctionnement des moi députés de la République en période de 14 juillet, c'est de bon ton d'être au garde à vous. Là, en l'occurrence, ils sont vraiment au garde à vous. Oui, ça nous prend un bel avenir. Moi, je crois qu'en effet, même en séminaire En Marche, on leur a bien dit qu'il fallait se taire, qu'il fallait pas contredire, qu'il fallait respecter la parole. Donc là, en effet, c'est un petit peu trop. Et pourtant, moi, je suis très très fan de tout ce que fait Macron depuis le début. Là, c'est vrai que la communication, Françoise, la communication, elle est pas bonne. Et en effet, on demandait à l'époque, et Christophe Castaner l'a bien dit, ça. On demandait en effet aux candidats à l'investiture de signer le plan de transformation qui était le projet de Macron et le contrat avec la nation. Il fallait pas qu'il y ait de voix dissidentes, ça c'est normal parce qu'il fallait en effet porter un projet tous ensemble. À un moment donné, il peut quand même y avoir un accord sur le cœur du projet, mais que pour autant, ça laisse quand même aux uns et aux autres la possibilité de donner leur avis sur des petits points, autour, quoi. Il y a pas, même si le cœur est respecté. Et moi, je suis vraiment pour qu'on aille dans le projet de Macron à fond, mais qu'on ait le droit de parole, parce que je pense que c'est jamais bon quand on n'a pas de liberté d'expression. Mais très honnêtement, de plus en plus avec Macron, j'ai vraiment l'impression qu'on a le droit de parole à condition de ne rien dire. C'est ce qui se passe exactement, c'est-à-dire que les gens ont le droit de parler. Non, mais qu'il y ait une discipline de groupe, c'est normal. Mais moi, la discipline, je la remarque, mais qu'on revienne sur ces promesses. Parce que là, tu parlais d'éthique tout à l'heure. Vous parliez d'éthique, parce que moi, je peux vous tutoyer. Mais je vous en prie, Merci, Françoise. On parlait d'éthique, et c'est bien le motif de votre nouveau parti politique, éthique plutôt que l'étiquette. Oui. Comment ça se fait qu'on commence par pas respecter les promesses qu'on a fait aux électeurs? Je reviens encore sur une chose, sur le casier judiciaire vierge que Macron a supprimé dans la loi sur la morisation. Je reviens sur un truc que les sénateurs ont voté avant-hier. Merci, les 2 sénateurs qui ont déposé un truc. Le délit sexuel qu'on avait mis dans la loi du 1er février 2017 avait été retiré. Il y a 2 sénateurs qui aujourd'hui ont déposé, il y en a une qui a retiré son amendement, il y a un amendement qui est passé au Sénat contre l'avis du gouvernement. La ministre est une femme. La femme qui est ministre aujourd'hui, je sais plus son nom, le Boec, Nicole Belloubet, qui remplace Bayrou. Désapprouver l'amendement qui fait qu'un délit sexuel, je dis bien un délit sexuel, entraîne une inéligibilité de l'élu. Elle a désapprouvé ça, mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Pardon, je me suis fait engueuler. Vous inquiétez pas. Je me suis engueulé parce que j'avais dit un gros mot, j'en redis un autre. Mais c'est quoi cette honte de retirer le délit sexuel comme une éligibilité pour les élus? Ça, c'est de l'éthique. Moi, j'appelle pas ça de l'éthique. Moi, pour revenir sur cette question des femmes. Ben oui, c'est vrai. Non, mais Philippe, tu as toujours raison, évidemment. Je vais quand même pas aller m'opposer à Philippe Pasco, tu penses bien. Mais je ne me permettrai pas de contredire la jolie Françoise. Mais quand on commence à dire moi, ça veut dire qu'on botte en touche. Répondez-moi, c'est une question au niveau de l'éthique. Est-ce que c'est normal qu'un délit sexuel... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hallucinant, cette question du délit sexuel. Je suis encore chez Macron parce que, alors c'est ça que je vais te raconter. Marlène Schiappa, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes, est venue me contacter pour mon bouquin, puisqu'en effet, moi, Occupez-vous de vos fesses, ça vient d'une injure publique à caractère sexiste que j'ai reçue de David Rachin. C'est elle qui m'a contacté pour me dire ça m'intéresse, j'ai envie d'aller aider les femmes qui sont victimes d'injures. Alors pourquoi? Donc, tu vois, moi je dis merci Macron parce qu'il a enfin des ministres qui sont responsables. Excusez-moi, mais quand Marlène Schiappa va du côté de la chapelle en expliquant qu'il n'y a pas du tout de problème pour les femmes, mais évidemment comme ministre elle vient avec 4 gardes du corps minimum armés plus un escadron de CRS. Excusez-moi, est-ce que là elle tombe? Mais c'est parce que quand on est une femme et qu'on est jolie, on se met toujours en danger et c'est exactement le cas de Marlène Schiappa. Donc oui, elle se protège un petit peu. Pourquoi elle dit que les femmes pourquoi est-ce que les femmes qui traversent la chapelle, qui disent qu'elles peuvent plus y aller, Marlène Schiappa y va, évidemment escortée, etc., en disant il se passe rien, circuler, il y a rien à voir. Elle est pas un peu dans le déni de réalité? Moi je connais pas cette histoire-là. En effet. On appelle ça de la démagogie. Eux ils appellent ça de la vérité, moi j'appelle ça de la démagogie. Ça veut dire qu'ils changent pas par rapport aux autres. Mais pour revenir à la première question à laquelle oui, parce qu'on a un peu débordé
du sujet, M. Pasco. C'est important, madame Françoise. À laquelle Françoise Cowell s'est répondu. Quand vous voyez les règles du groupe LREM, c'est l'article 16. On disait que l'article 16, c'était un danger dans la Constitution. Mais c'est pas stalinien comme mode de fonctionnement. C'est non seulement stalinien, mais moi, ça m'énerve de voir plus que c'est un produit marketing qui nous a vendu de la liberté, qui nous a vendu de l'honneur, qui nous a vendu de l'éthique. Et plus on avance au cours des semaines, plus on s'aperçoit que ça ne tient pas la route. Moi, je pense que c'est le temps que les choses se mettent en place. Alors, je pense pas que je vais déchanter. Moi, je continue à avoir confiance, mais je pense qu'il faut remettre au cœur de la citoyenneté que les députés sont les représentants du peuple et qu'en effet, ils doivent faire remonter à l'Assemblée nationale la voix de leur territoire. Article 16. Aujourd'hui, on les confond un peu avec les attachés de presse d'Emmanuel Macron. Je ne pense pas que c'est ça un député. Pour moi, un député, c'est le représentant de la population de son territoire. Et je pense que Macron est suffisamment intelligent pour remettre cette citoyenneté qui a fondé le mouvement En Marche. Le mouvement En Marche est né de ces petits comités locaux qui se sont créés en France. Rien que mettre Richard Ferrand président du groupe de l'Assemblée nationale, ce n'est pas éthique. Rien que ça. Arrêtez de me baratiner. Mais moi, je suis contrarié par l'histoire Ferrand. Mais t'es contrarié par l'histoire Ferrand, t'es contrarié par le casier judiciaire vierge, t'es contrarié par les délits sexuels, vous êtes contrarié partout, mais en attendant, vous continuez. Ouvrez votre gueule. Parce que pour l'instant, déjà, moi, je ne suis pas député, et je pense qu'en effet, pour l'instant, le cœur du projet de Macron correspond quand même à ce qu'attendaient les Français. Alors, effectivement, il y a des petits bazars qui vont pas super bien, il y a des petits réajustements à faire, je pense, et moi, je ne sens pas en aptitude d'aller conseiller le président Macron. Mais en effet, je pense qu'il y a des petites choses à remettre en place. Christophe Castaner, qui est le porte-parole du gouvernement, porte une parole en effet de compréhension et d'écoute envers les Français pour essayer de dire ok, il y a des choses qui vont pas génial, mais on va adapter. Françoise Breck, quel cœur, imposer 11 vaccins sans concertation? Est-ce que ça c'est éthique? Dans les 11 vaccins, il y a l'hépatite B. L'hépatite B pour des enfants de 3 ans, dont on sait qu'elle peut être dangereuse. Mais l'hépatite B, c'est sexuel. Est-ce qu'un gosse de 3 ans, sexuellement, a besoin de l'hépatite B? Non, c'est sûr. Et pourquoi on l'impose? C'est éthique, ça? Non, je pense... le plafonnement des indemnités prud'homales, même en cas de licenciement abusif. Est-ce que c'est éthique? Un grand patron, quand la femme va pas vouloir coucher, il va provisionner de l'argent, il la vire l'année prochaine. Sous n'importe quel motif, de toute manière, il n'aura qu'une somme maximum à payer. Est-ce que ça, c'est éthique? Non, c'est pas éthique. Je suis entièrement d'accord. Non, mais je suis entièrement d'accord. Bon, ça fait beaucoup de choses pas éthiques, hein. Oui, non, mais moi, j'aime bien le projet de Macron, mais je continue à dire qu'il faut d'abord de l'éthique. Et que Macron, on sait bien, mais en effet, cette étiquette ne suffira pas à mettre le voile sur tous ces domaines de l'éthique. Monsieur Colombe, qui soi-disant était le roi de l'éthique, quand il a présenté dans sa région des personnes au nom de En Marche, il y a je sais pas combien de cumulards et de vieux briscards. C'est éthique, ça? Pourquoi l'éthique, elle serait valable que pour le peuple et pas pour les gens au fur et à mesure qui montent dans la hiérarchie? On a pris les mêmes et on recommence. Monsieur Macron, qui soi-disant devait balayer la porte de tous les élus pourris, il fait de la place à 51 élus retors, 51 élus retors sur 577, en sacrifiant ses propres troupes, uniquement pour laisser passer des Estrosi, des Ciotti, des Valls. Il ne présente pas de candidat contre. Est-ce que ça c'est éthique? Moi je suis d'accord qu'il y a des choses qui ne vont pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, ça n'est pas éthique. Ça n'est pas éthique. Ce que je dis, c'est que c'est comme dans un couple, les choses se mettent en place. Au début, en effet, on peut faire des concessions, même parfois des compromissions. Quand j'épouse une femme, je commence pas par la rendre cocu. Oui, mais toi, t'épouses une femme tous les quarts d'heure. Je ne commence pas par la rendre cocu. Or là, je suis désolé, Françoise. Monsieur Macron nous a demandé de l'épouser et avant qu'on soit totalement mariés, il me cocufie. Moi, je pense pas que les députés seront des godillots. Poser une question. Parce que on va parler des godillots un peu après, mais quand même, Macron nous a vendu qu'il allait faire de la politique autrement. Oui. Et il ressort quoi? Les règlements du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, version Bruno Le Roux, qui est vraiment un vieux classique de la politique. C'est ressortir le règlement du groupe socialiste version Bruno Le Roux qui irait faire le renouveau? Non, moi je pense que le renouveau... Ça aussi. Déjà, le renouveau, c'est Bruno Le Maire. Oui, non. Le renouveau, c'est Bruno Le Maire. Oui, tu te souviens du slogan, le renouveau, c'est Bruno. Non, mais c'est une boutade, là. Oui, c'est bon. Merci, j'ai eu peur. Non, mais alors, monsieur perd le sens de l'humour maintenant. J'ai peur, c'est des fois, les gens disent les choses. Faire attention, le discours, des fois. Non, je pense qu'il y aura quelques frondeurs, vous allez voir, ça va se mettre en place. Il y a en effet des gens qui sont très intelligents, qui viennent d'être élus députés, qui sont en capacité de dire non, mais attendez, les mecs, ça va un peu trop loin. Et moi, je suis persuadée que ça va venir. Et du coup, il y aura un débat qui va s'établir.
s'installer. Et comme Macron est plus intelligent que tous les autres, je suis persuadé qu'il arrivera à le gérer. Oui, Macron est plus intelligent que tous les autres. On arrête de dire qu'il est plus retorse. Moi, c'est mon avis personnel. Macron est un bon produit marketing. Mais Philippe Pasco, est-ce que c'est faire le renouveau de ressortir le vieux règlement interne du groupe socialiste? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est faire du nouveau, à prendre les mêmes personnes pour les mettre aux manettes en disant qu'on a changé et qu'on a... En fin de compte, il a, ce que je le disais l'autre fois, il a remis de la peinture sur des murs moisis. Donc aujourd'hui, on voit la peinture, mais le moisi va ressortir. Mais petit à petit, les députés, ils vont être dans leur circonscription. Ils vont faire remonter des choses de leur circonscription. C'est obligatoire. Sinon, ils vont se faire pourrir sur le terrain, les députés, ou alors ils n'iront plus. Françoise, est-ce que vous êtes au courant? Il faut suivre un peu l'actualité. Ça me ferait plaisir. Que sur la loi, déjà, le renouvellement de la loi d'urgence. Dès qu'il est en colère, il me revouvoie. Non, Françoise, la loi là qui vient de repasser sur le renouvellement de l'urgence. Il y avait que 50. L'état d'urgence. Il y avait que 50 députés dans l'Assemblée. Oui, ça c'est déjà honteux, en effet. Merci. Mais alors là, les députés nous expliquent que oui, mais en même temps, sur leur circo, il y avait des événements, ils n'avaient pas encore pris la place. Ils n'avaient pas encore rencontré leurs administrés. C'est pas important la loi sur le renouvellement de l'urgence. Non, mais Philippe, moi je ne suis pas la porte-parole d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, j'ai envie de croire au projet, j'ai envie d'y croire et je suis persuadée. Françoise. Merci. J'aime bien quand tu me regardes droit dans les yeux comme ça. Est-ce que c'est éthique pour des nouveaux députés qui se sont battus et qui ont été élus sur l'éthique, de ne pas être là au moment où on vote le renouvellement? Non, c'est pas du tout normal. Je suis entièrement d'accord. On a vu une très belle photo de l'Assemblée nationale le mois dernier où tout le monde était là, et déjà, au bout de 15 jours, il y a déjà plus tout le monde. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Tu m'attaques sur des trucs où je suis d'accord. Mais je vais quand même. Mais moi, il y a une question que je me pose parce que j'ai l'impression qu'on passe comme, oui, qui me gratouille et qui me chatouille, comme disait le bon Dr Knock. Imaginons, parce qu'on passe vraiment un peu tout à Macron, imaginons que ce règlement qui interdise de co-signer un amendement avec des partis alliés. Ouais. Imaginons que cet article, il ait été dans le règlement du groupe de la France Insoumise ou des députés du Front National. Alors là, qu'est-ce qu'on aurait? Non, mais c'est pas exactement pareil. Un règlement, c'est un règlement. Il y a aussi. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Non, mais un règlement, c'est un règlement. Oui, ça a l'air d'être un copier-coller, mais c'est pas un copier-coller. C'est un copier-coller. C'est un député socialiste qui a rejoint Macron qui l'a dit, mais en off. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, moi je suis contre le panurgisme des partis politiques, je suis contre le béni-oui-ouisme, là je déteste ça, les mecs qui ont effectivement... Faut rien dire contre Macron. Non, mais Laetitia Avia, qui est l'une des députées, a dit qu'il fallait challenger le gouvernement. Oui, il faut y aller, faut pas se laisser faire, va falloir de temps en temps ouvrir sa gueule. Et elle dit qu'elle aura le droit de voter contre. A priori, elle est assez mordante, Laetitia. Ouais, Laetitia Avia, elle a bien dit qu'elle voterait contre quand ça lui semble pas... Avec l'association des contribuables associés que vous venez de recevoir. Le Beaufreton qui était là dans le référendum. On a envoyé une lettre à tous les députés aujourd'hui là, par mail, qu'on a doublé en leur demandant qu'est-ce qu'ils vous pensaient de la loi sur le casier judiciaire vierge sur les élus. Pour l'instant, il n'y a que 2 députés qui ont répondu. Et c'est même pas des députés d'En Marche. J'ai honte pour ces gens-là. Allez, on fait un petit tour du côté du standard puisque Hakim nous appelle de Paris 19e. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, au pluriel, oui. Mais il n'y a pas de S à la fin au pluriel. Hein. C'est ça, mais comme vous êtes 2, on va en mettre un. Et on vous écoute. François Scowell. Ouais, voilà. Bah écoutez, moi je dis qu'ils sont déjà là, les godillots, là, le doigt sur la couture du pantalon. Macron est beau, Macron est génial, c'est génial. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est super bien. Bon, et ça va quoi. Ça va. Le casier judiciaire, c'est bien, mais pour ceux qui travaillent, qui se cassent le dos, qui se pètent la santé à 50 ans, d'ailleurs, je salue la sœur de mon copain Jean-Claude qui est mort mardi soir, 40 ans d'imprimerie, sympa. Voilà. On est toujours dans la même rhétorique, selon que vous serez puissant ou misérable. Ça n'a pas changé, rien de nouveau sous le soleil, en clair. Non, pas vraiment. Mais de toute façon, quand vous écoutez les discours de Macron, tout ce qu'il peut dire, c'est que du mépris pour les petites gens, comme il dit, ceux qui sont rien, ou les pauvres nanas qui savent pas faire autre chose que faire 8 gamins par famille, et puis vous pourrez faire 8 enfants par famille, on gérera rien, on pourra pas vous aider. Bon, ça va bien. Ce mec-là, il faut qu'il se taise définitivement et qu'il dégage. Moi, je le dis franchement. Ah bah écoutez, Hakim, vous êtes contaminé par le dégagisme mélenchonien. Oui, mais Macron avec, Mélenchon aussi avec. Vous mettez tout ce bordel là-dedans et on fait autre chose, quoi. Parce que là, ça va bien, quoi. Non, mais encore autre chose, faut refaire une élection. Merci beaucoup, Hakim. On va faire réagir nos invités. François Scowell, vous entendez Hakim.
il est remonté. Oui, mais je suis d'accord avec Hakim qu'en effet, il faut pas déifier Macron, il faut arrêter de jupitériser Macron ou de macroniser Jupiter, je ne sais plus dans quel sens ça se fait. Moi, je suis pas du tout pour ça. Je pense qu'il y a une nécessité de voix dissidente et je suis persuadée qu'elle va finir par s'exprimer. C'est juste que pour l'instant, là, on a tous des jeunes députés qui savent pas trop comment il faut faire. Philippe Pasco, qu'est-ce que vous répondez à Hakim? Je parie que vous êtes d'accord avec lui. Oui, je suis pas totalement d'accord avec lui parce que moi je veux pas qu'il dégage, je veux que ces gens respectent leurs promesses et comme je dis toujours, faites moins de promesses mais respectez-les plus. Là où je suis fou, c'est que par exemple j'ai entendu des sénateurs hier refuser de prendre en compte la loi du casier judiciaire vierge du 1er février 2017 en disant, et c'est officiel, que c'était anticonstitutionnel. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une loi sur le casier vierge soit anticonstitutionnelle pour les élus, mais pas anticonstitutionnelle pour 396 métiers en France. Si c'est valable pour les salariés, pourquoi c'est pas valable pour les élus? Je reviens à ce que je disais il y a 3 ans et je suis malheureux. Je suis malheureux. Il y a 396 métiers que j'ai référencés dans mes livres où on te demande un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler. Ah oui, non mais ça, moi, je suis et là, pour d'accord. être élu, pour être pompier, par exemple, les sénateurs te redisent que c'est pas constitutionnel pour eux. Mais de quel droit ces gens pensent-ils qu'ils sont au-dessus des lois? Non, mais de ça, quel c'est droit? hallucinant, je suis d'accord. Merci. Là aussi, ce n'est pas éthique. Et Monsieur Macron a menti à l'ensemble des Français là-dessus. Oui, mais c'est la macronite un peu. Mais... Tu sais bien qu'en effet, on pardonne tout pour l'instant, mais c'est parce qu'on a envie de lui laisser une chance, quoi. Moi, j'y crois à ce projet. S'il vous plaît, on va laisser la parole à un modèle d'éthique qui s'appelle Clémence. Vous êtes un modèle d'éthique. Pardon, Clémence. Oui, bien sûr. Alors, vous écoutez Seul contre tous et vous pouvez réagir au 0826 300 300. N'hésitez pas, prenez la parole parce que Philippe Pasco, il prend beaucoup la parole. Il faut le contredire un peu. Et puis, surtout, vous restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. C'est Seul contre tous, c'est en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Puis bien sûr, n'hésitez pas à nous donner vos impressions, vos réactions en direct à l'antenne au 0826 300 300. Et puis vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur sudradio.fr, Twitter ou sur notre page Facebook. Seul contre tous spécialité, comme tous les jours en ce mois de juillet, de 11h à midi sur Sud Radio, avec aujourd'hui nos 2 débatteurs, Françoise Cowell, conseillère municipale à Fréjus, présidente du mouvement citoyen L'éthique plutôt que l'étiquette, auteur du livre Occupez-vous de vos fesses, publié aux éditions des Lilas, et Philippe Pasco, auteur de nombreux best-sellers, le dernier étant Allez presque tous vous faire 5 points de suspension en cœur, publié chez Max Milo. Et on reprend avec une info Sud Radio qui est tombée hier. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre fin à la suppression des postes de réservistes de la police. Et pour en parler, nous avons Yves Lefebvre qui est secrétaire général d'unité SGP Police FO. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour Yves Lefebvre, bienvenue sur Sud Radio. C'était une info Sud Radio qu'on a eue hier au soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Si vous voulez, oui, je peux vous en dire un peu plus, à savoir même beaucoup plus, si vous voulez. Beaucoup plus, c'est que en filigrane, on a d'abord le rapport de la Cour des comptes, les préconisations du rapport de la Cour des comptes, ces préconisations tombées le 30 juin, qui parlent sérieusement de mettre à mal la police nationale, parce qu'on nous dit très clairement, déjà dans un premier temps, que aujourd'hui on a un seuil de population de 20 000 habitants qui détermine la compétence police ou gendarmerie. Ce rapport de la Cour des comptes, ces préconisations, alors j'ose espérer que ce ne sera pas des injonctions, mais quoique, parle de rehausser déjà ce niveau à 50 000. Donc très clairement, on nous dit, j'ai absolument rien contre mes collègues gendarmes, que les gendarmes savent faire beaucoup mieux en étant beaucoup moins nombreux. Alors là, se pose la question, à savoir quand même que les gendarmeries se ferment le soir à 17h30, les commissariats sont ouverts 24 heures sur 24, mais bon, ça c'est à la marge. Et bien évidemment, sont arrivées là les injonctions, cette fois-ci gouvernementales, avec une réduction du budget de 526 millions d'euros pour le seul ministère de l'Intérieur. Et première mesure prise, je dirais, en sous-main, dans un coin de couloir, ou peut-être, allez savoir, dans un bureau, de décider de mettre un terme aux réservistes de la police nationale. Alors, ces réservistes de la police nationale, c'est un vaste débat. Moi, je suis pas un pro-réserviste. Je suis un pro-policier actif, tout simplement. Mais le problème est qu'aujourd'hui, dans la guerre qui est la nôtre contre Daesh, entre autres, mais aussi contre l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité au quotidien de nos concitoyens, la déflation des effectifs sous Sarkozy a généré chez François Hollande, on va dire, la vitesse surmultipliée en matière de réservistes. Aujourd'hui, on a des réservistes. Je prends pour exemple, et je crois que vous avez une élue ou un élu du Var parmi vous ce matin. Oui, absolument, Françoise Cowell. 60 réservistes dans le seul département du Var, département particulièrement touristique. 60 réservistes vont voir très certainement, sauf à dire que la décision puisse être infléchie d'ici ce soir, verront à compter de ce soir la fin de leur contrat.
Ces 60 personnes ont été incluses dans le fonctionnement des services. Sur la côte basque, on est à une encablure des fêtes de Bayonne. Plus d'1 million de visiteurs en fêtes de Bayonne. On va supprimer les réservistes à compter de ce soir. 20 réservistes sur la côte basque. Non mais attendez, si on marche pas sur la tête, moi je dis il faut avoir un débat sur les réservistes. Oui, il faut avoir ce débat. Mais ne confondons pas vitesse et précipitation. Et encore une fois de plus, certains ont tendance sans doute à vouloir rendre une copie plus blanche, pour s'accorder certainement les faveurs du ministre de l'Intérieur, prennent des décisions qui sont pour le moins ubuesques et qui vont à complet contre-courant de la sécurité que nous devons assurer en permanence. Philippe Pasco veut réagir. Moi, je trouve qu'il a raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la gestion de tous ces gens-là, c'est juste une gestion Word, Excel. Donc, il faut que ça rentre dans le tableur, il faut que ça rentre dans la case, il faut que les additions se fassent, mais il n'y a plus aucune décision qui sont faites en fonction de l'humain et du fonctionnement sur le terrain. Ces gens-là sont dans des bureaux à Paris, ils ont un tableur devant eux, il faut que dans le tableur, il y ait un certain nombre de chiffres qui rentrent de soustraction et d'addition, et ils sabrent sans savoir. C'est quand même des questions, en effet, je suis d'accord et j'aime bien la formule Merci Word Excel. Françoise. Non mais moi je suis très fan de Philippe Pasco. En effet, la formule est intéressante parce que c'est vrai qu'on a ce sentiment que c'est des questions de sécurité publique, qu'il y a des gens qui risquent de mourir, clairement. En effet, s'il y a des nouvelles menaces d'attentats et s'il y a notamment des attentats, et qu'on nous dit oui mais pour des raisons économiques, budgétaires, financières, on a supprimé les réservistes. C'est hallucinant. Il y a une espèce de... Yves Lefebvre, vous êtes donc je rappelle le secrétaire général de l'unité SGPF aux polices. Vous allez être raboté, votre ministère, de 526 millions. De mémoire, vous me rattrapez si je me trompe, c'est 16 milliards le budget du ministère de l'Intérieur? Oui, c'est ça. Et l'armée, c'est 32 milliards et elle va être rabotée de 850 millions d'euros. 850 plus de 526, ça fait 1 milliard 300 quelques millions d'euros. Alors qu'on est en guerre. C'est ça, taper 1,3 milliard sur la sécurité des citoyens. Est-ce que c'est pas complètement incroyable? Mais c'est incroyable. Alors, j'ai lu quelques dépêches du chef des armées qui disait je vais pas me faire. Voilà. Il paraît je ne veux pas un verbe qui commence par un B, un peu comme la fin du livre de Philippe Pasco. Voilà un peu. Mais le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui je peux concevoir et je suis prêt à discuter. Aujourd'hui, sur des rationalisations, sur des mutualisations, sur une réorganisation du ministère de l'Intérieur. Mais on peut tout faire. Mais simplement, et j'apprécie les propos tenus par vos invités, à savoir qu'aujourd'hui, c'est pas derrière un ordinateur qu'on gère la sécurité publique, et ni même la police aux frontières, ni même l'antiterrorisme, et encore moins la police judiciaire. Aujourd'hui, simplement, encore une fois, les organisations syndicales représentatives et entre parenthèses, quand même, on est dans tous les corps de métiers confondus, public, privé, nous sommes ceux qui avons le plus grand nombre de syndiqués. Près de 70% de participation aux dernières élections professionnelles. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on connaît le terrain. Moi, je représente aujourd'hui près de 34 000 gradés et gardiens. Aujourd'hui, qu'on nous associe à ces réflexions, on ne parle pas de la prime au mérite. Alors la prime au mérite, vous allez me dire, c'est une petite niche, oui, mais si on supprime la prime au résultat exceptionnel, si on supprime l'indemnité de résultats et de performance, on arrive quand même à une niche fiscale de 40 millions d'euros. Pourquoi demain ne pas aller aussi supprimer certaines concessions de logement? Alors oui, il faut réorganiser, oui, il faut avoir le courage à un moment donné de mutualiser, oui, il faut penser à la substitution, c'est-à-dire qu'effectivement sur des postes aujourd'hui, ni de mission support, ce sont parfois des actifs, mettons des administratifs et remettons les actifs sous réserve bien évidemment de paramètres médicaux ou psychologiques, mais remettons-les sur la voie publique. Oui, il faut une réorganisation de ça. Mais aujourd'hui, Philippe et Françoise veulent réagir, Yves Lefebvre. Ouais, Yves, juste un petit problème là dans ton discours qui tient la route. Il y a un mot qu'il faut que tu supprimes complètement dans la macronique actuelle. C'est le mot discuter. Article 16. On ne discute plus aujourd'hui dans la macronique. On impose, on fait des ordonnances. Non, mais sérieux, il faut arrêter de dire qu'on nous laisse discuter. Aujourd'hui, il n'y a aucune discussion d'une part. On fait semblant de recevoir les gens, on fait semblant de les écouter, et en fin de compte, on ne les écoute pas. La discussion, article 16, est supprimée. Mais comme dirait ma charmante Françoise en face, il faut laisser le temps à Macron de s'installer. Il faut lui faire confiance. Il est jaloux, il faut attendre. Les frondeurs
vont peut-être arriver. Et en attendant, mais j'attends pas des frondeurs, j'attends des voix dissidentes. J'ai pas dit que j'attendais des frondeurs. Qu'est-ce que vous voulez répondre par rapport à cette histoire des policiers, moi je trouve qu'Yves Lefebvre a entièrement raison, en effet, mais je pense qu'on va tous dans son sens. Et il faut entendre l'épuisement des policiers. Moi je côtoie beaucoup les policiers sur ma commune à Fréjus, mais aussi à Aix-en-Provence où je passe une grande partie de mon temps. Les policiers sont épuisés. On les mobilise beaucoup trop. Il va arriver des accidents graves parce qu'à un moment donné, ils vont péter un boulon, quoi. Ouais. Et il y en a pas mal qui sont vraiment à 2 doigts de la dépression, on les voit complètement lessivés. En plus, ils gagnent rien et ils sont dans des situations familiales, professionnelles qui sont quasiment précaires, quoi. Donc, en effet, faut les aider. Et au lieu de les aider, on fait pire que pire. On a l'impression qu'en effet, on va être. Enfin, moi, je vois. Je reviens un peu au maire de Fréjus, mais on en était à faire assurer la sécurité par des bénévoles en échange d'une place de concert de Johnny Hallyday. Enfin, parce qu'on n'a pas assez de policiers, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'il faut bien qu'ils récupèrent, parce qu'on peut pas employer des policiers exprès. Enfin, ça devient du grand délire, quoi. Donc les mecs qui assurent notre sécurité, c'est des bénévoles comme toi et moi. Non, mais tu m'imagines moi assurant la sécurité. Vive l'ubérisation de la police. Merci beaucoup Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGPF aux polices. Merci beaucoup Françoise Cowell, conseillère municipale à Fréjus, présidente du mouvement citoyen L'éthique plutôt que l'étiquette, auteur de Occupez-vous de vos fesses, publié aux éditions des Lilas. Merci Philippe Pasco, auteur de nombreux best-sellers, le dernier Allez presque tous vous faire 5 points de suspension, publié chez Max Milo. Merci à vous Philippe David. On se retrouve sur la route de votre été pour suivre l'étape du Tour de France de Pau à Péragude. Et je le rappelle, soyez très attentifs et restez avec nous puisqu'il y a un jeu.